Bienvenue au projet de balado-diffusion Ça jase dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et moi, c'est Mélissa Véraud, je suis agricultrice et travailleuse sociale. Le projet de balado Ça jase dans le rang est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine et pour arriver à bien dans cette aventure, nous nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véraud. La vraie nature, service psychosocial. Donc, Ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. Dans mon cas, je suis en phase de diminution. L'argent n'est plus un stress à mon stage. Mais elle a été une grande partie de mes opérations. J'ai démarré dans les années 75, j'ai vu les taux d'intérêt à 23 %. Ça a été plus stressant que les dernières années où j'étais en phase de diminution. Le monde agricole est un monde de haute capitalisation. On n'est pas dans un monde de service, on est un monde de haute capitalisation. Fait que quand tu as de la haute capitalisation, ben t'es sujet aux augmentations des taux d'intérêt. Tu as toujours beaucoup de capital à rembourser, beaucoup d'intérêts à rembourser. C'est normal que ça soit de même, là. Bonjour Mélissa. Bonjour François. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien ce matin. Aujourd'hui, sais-tu que j'ai un bon sujet pour toi. Un sujet, je pense que tu vas l'aimer. Ah oui? Oui. Écoute, j'ai le goût de te présenter un nouvel ami. Un nouvel ami? Ben oui, un nouvel ami. OK. Je pense que c'est un ami que tu connais sûrement depuis longtemps, mais qui t'est probablement méconnu et que tu as peut-être des croyances populaires négatives envers cet ami-là. Tu penses qu'il a mauvaise réputation, fait que tu t'en éloignes un peu. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Vas-y, je t'écoute. Écoute, aujourd'hui, je te propose de parler d'anxiété. L'anxiété. Oui, exactement. Puis pourquoi l'anxiété? Parce que... un ami? Ben, un ami, oui. Parce que, écoute, c'est justement un des problèmes principaux, c'est que l'anxiété a tellement mauvaise presse que les gens maintenant ont peur, sont terrorisés. Aussitôt qu'ils sentent qu'ils sont inquiets, qu'ils sont préoccupés par quelque chose. Bien, c'est sûr. Puis, oui, je te le confirme, tu vas avoir des mythes à briser parce que je ne vois pas comment on peut voir du positif dans l'anxiété. Ben, c'est ça, hein. Puis l'anxiété a J'en tellement suis mauvaise anxieux presse. Juste à savoir sous quelle langue on va voir ça. Mais c'est ça, hein, c'est que l'anxiété a tellement mauvaise presse que déjà, on part avec une prédisposition négative en lien avec l'anxiété. C'est qu'on a des préconceptions, qu'on a une idée que c'est mal, qu'on est déjà dans le trouble juste de savoir qu'on est stressé, qu'on est inquiet en lien avec quelque chose. Fait que déjà, ces préconceptions-là ils vont favoriser l'augmentation de notre anxiété. Fait que l'anxiété, en fait... L'anxiété va causer de l'anxiété. Ben oui, exactement. Puis tu sais, écoute, je commence en force tout de suite en te nommant une petite c'est pas une anecdote, là, mais c'est un fait scientifique. C'est qu'il y a une chercheure qui s'appelle Sonia Lupien, qui, elle, est associée avec l'Université de Montréal. Elle a son laboratoire de recherche, vraiment au niveau du stress. Puis, elle va recenser là, partout dans le monde les études qui se font en lien avec le stress et l'anxiété. Ils ont pris 2 groupes d'étudiants, puis ils ont, à chacun des groupes d'étudiants, ils ont donné des consignes différentes avant de faire un examen important. Il y a un premier groupe qui leur ont dit, écoutez, aujourd'hui, vous allez faire un examen, puis vous allez voir, avant de faire l'examen, c'est normal, vous allez ressentir des espèces de petits papillons, un petit peu au niveau du thorax. Puis ces papillons-là, ils vont vous aider à être capable d'avoir accès à votre concentration, ils vont vous aider à aller chercher dans votre mémoire les informations pour bien réussir votre examen. L'autre groupe, ils ont juste mentionné qu'ils devaient faire un examen important, puis ils n'ont pas donné d'autres informations supplémentaires. Puis, finalement, quand ils ont évalué, dans le fond, ils ont comparé les résultats des 2 groupes, se sont rendus compte que le groupe numéro 1, qui avait eu les explications en lien avec les petits papillons, avait mieux performé que ceux qui n'avaient pas eu l'information. Fait que c'est comme ça que les études sont venues démontrer, en fait, que si on a une préconception à la base positive de l'anxiété et du stress, ça va déjà, dans le fond, être un facteur qui va nous aider à être capable de mieux le tolérer, puis ça va éviter de faire augmenter nos niveaux d'anxiété.
Fait que c'est pour ça que moi, je te propose de te faire un nouvel ami aujourd'hui avec l'anxiété. Parce que déjà, c'est une des premières choses, si on voit l'anxiété comme étant quelque chose qui est une stratégie pour laquelle on veut favoriser et qu'on arrête d'en avoir peur, bien déjà, on est dans une stratégie qui va être gagnante. OK. Je suis toujours avec mon Larousse, je suis allé chercher la définition sur mon application. L'anxiété, on s'entend, je pense que c'est ça, hein? Trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Ben moi, j'aime pas ta définition. Là. J'aime pas la définition. C'est pas moi. J'aime ça, mon petit côté opposant, hein, de te dire non, moi, ça, j'aime pas ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, c'est que c'est pas nécessairement un trouble. Le trouble, au niveau de l'anxiété, c'est quand on va avoir un diagnostic qui va être quelque chose qui va être problématique. Okay. Mais l'anxiété, à la base, c'est quelque chose qui est normal et tout le monde en vit. Okay. Et c'est impossible d'éviter de vivre de l'anxiété. Donc, même si on aurait toutes les meilleures stratégies du monde, tout le monde, on a besoin de vivre, dans le fond, l'émotion, le sentiment de vivre de l'anxiété parce que ça va nous permettre, dans le fond, de se propulser vers l'avant, puis ça va nous permettre, dans le fond, de passer à l'action, puis de se botter les fesses, de faire comme, OK, c'est là que je m'en vais, c'est ça la prochaine étape. Je comprends ta notion d'ami. Dans le fond, on n'a pas le choix d'apprendre à vivre avec. Plus on va la tasser dans le coin, plus on va l'ignorer, plus on va avoir de la misère à la surmonter. Exactement. Parce que l'anxiété, à la base, à quoi elle sert? Elle sert à être capable de se préparer pour faire face à quelque chose qui va être difficile. Fait que c'est que notre cerveau, la façon que lui va se positionner, c'est qu'il va se mettre dans une prédisposition qui va vouloir prédire c'est quoi l'avenir. Puis ça, hein, c'est quelque chose là, qui est comme vraiment particulier au niveau des humains. Parce qu'on est le seul animal dans le règne animal qui est capable, dans le fond, de prédire le futur. Fait que parce que ça fait référence au niveau cognitif à quelque chose de flou. On est dans des concepts qui sont abstraits. Fait que les animaux n'ont pas accès à ça en général. Il y a seulement que les humains qui sont capables d'avoir accès à ces concepts flous-là. Fait que l'anxiété, ce que ça va faire, c'est qu'on va être capable, avec notre imagination, de venir prédire qu'est-ce qui pourrait arriver de mal ou de dangereux, qui pourrait faire en sorte de nous mettre dans une situation inconfortable ou nous mettre dans le trouble. Tu comprends? Fait que c'est carrément un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, c'est qu'il faut s'y adapter. Okay. C'est que oui, ça va nous donner, dans le fond, un petit son de cloche de faire comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. Fait que maintenant, quelle sera ton adaptation pour que tu puisses être en mesure de réagir du mieux possible? C'est un drapeau qui te dit... prépare-toi, il va se passer de quoi? Exactement. C'est comme un appel à l'action. C'est comme un appel à une prise de responsabilité. C'est comme si tu ne vois pas que le fly rouge vient d'allumer, puis que tu continues d'aller vers cette voie-là, bien, ton niveau d'anxiété va juste continuer d'augmenter. Fait que ton cerveau va sécréter encore plus d'hormones de stress qui va faire en sorte que ça va augmenter et là, tu vas le ressentir de plus en plus fort. Mais si tu commences à y faire face, que tu t'en vas vers des actions, vers ce dont tu as peur, bien là, c'est comme ça qu'on va venir désamorcer l'anxiété. Stress, anxiété? Oui. La différence, c'est quoi? En fait, le stress, c'est une hormone. Fait que le stress va être sécrété par le cerveau. Il y a 2 types de stress qu'on pourrait dire. Il y a des stress absolus. Le stress absolu va être, dans le fond, provoqué par la vue. Donc, quand tu fais face à quelque chose et que tu vois qu'il y a un danger potentiel, bien, pas un danger potentiel, un danger réel, tu es devant tout de suite quelque chose qui représente un danger, ton cerveau va sécréter des hormones. Puis dans le stress, il y a toutes sortes d'autres petites hormones, dans le fond, qui vont s'en venir avec le stress. Et l'anxiété, ce que ça va faire, c'est que le cerveau va sécréter la même hormone, va sécréter l'hormone de stress aussi, mais tu n'auras pas un danger réel devant toi. Ça va être l'idée qui va avoir quelque chose, dans le fond, de dangereux en avant de toi, qui va faire en sorte que le cerveau va sécréter le stress. Donc, que ce soit un stress réel ou un stress imaginé, le corps va réagir de la même façon. Je te donne un exemple, OK? Moi, je suis une fille qui adore cueillir en forêt. Je cueille des champignons sauvages, je ramasse des bleuets. Puis, quand je vais en forêt, j'ai toujours une préoccupation pour les ours. Parce que, bon, tu sais, puis je suis pas très fervente, là, des petits gugus, là, la petite clochette. C'est comme, il me semble que ça brise le moment, tu es dans la nature, puis le petit gueuling et tout ça. Fait que souvent, je fais comme, tu sais, go, j'y vais sans clochette. Puis, tu sais, Mais en même temps, juste l'idée de penser qu'il peut y avoir un ours,
Surtout là, si mon cerveau vient détecter quelque chose. Là. Supposons là, que tu vois à l'autre bout là, que là, il y a comme une espèce de masse foncée, puis là, ton cerveau se dit, c'est-tu ça, c'est-tu un ours ou non? C'est sûr qu'automatiquement, mon anxiété, elle embarque. Là. OK. Puis pour finalement se rendre compte, souvent, tu continues de marcher, tu te rends compte que c'était une souche. C'est un arbre, ouais. Un arbre c'est inversé, ça, exactement. Mais ça, c'est de l'anxiété. Tu sais, c'est que mon cerveau, il a perçu l'idée que cette souche-là pouvait être un ours. Et si c'est un ours, il représente un danger potentiel pour ma survie. Donc, il va activer les mécanismes pour sécréter l'hormone de stress, pour faire dire à mon cerveau, OK, tu l'as-tu vu qu'il y a un danger potentiel? Parce que tu dois adapter ton comportement si tu t'en vas vers un danger. Puis, si je rencontre un ours pour vrai, ben ça va être la même chose. Si je rencontre un ours pour vrai, ben là, ça va être automatique. Si j'arrive face à face dans une trail devant un ours, là, je vais avoir, dans le fond, le stress qui va augmenter dans le plafond. Mais ça ne sera pas de l'anxiété. Puis lui aussi. Probablement. Parce que c'est un animal. Il ne vit pas d'anxiété, il vit du stress. OK. Mais c'est ça. Fait que c'est ça la différence, en fait, entre les deux. Fait que c'est juste une question d'hormones, puis l'anxiété va être vraiment une prédiction comme dans le futur. Puis, tu sais, j'avais le goût de t'amener cette discussion-là aujourd'hui au niveau du stress parce que, écoute, à toutes les semaines, on parle d'anxiété. Là. C'est une des raisons principales pourquoi les gens viennent me consulter. Puis, tu sais, autant les agriculteurs que monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Puis les gens, quand ils vont venir consulter en lien avec le stress, souvent, ils ne nous parleront pas de leur anxiété à eux. Souvent, ça va être pour un membre de leur famille. Tu sais, combien de fois que les parents vont nous dire, ben ils vont me dire, écoute, mon enfant, il est anxieux, il a peur de rester tout seul, il veut pas garder son petit frère, il a mal au cœur, il pense qu'il va vomir. Fait que, tu sais, souvent, on va le voir chez les autres personnes. Nos ados, notre ado, là, qu'on est en train de montrer à conduire un tracteur, là, puis qu'il a tellement peur de faire une erreur qu'aussitôt, dans le fond, qu'il y a une petite critique, il se met à pleurer ou il a juste le goût de se sauver puis dire « c'est beau d'abord, faut aller tout seul », tu sais. Bien, c'est tout relié à des mécanismes, là, des mécanismes anxieux. Le producteur, il y a du foin à terre, où là, présentement, on est dans le temps des battages. Là, il a fait super beau, les gens ont endainé, dans le fond, leur champ, le grain est prêt à être passé à la moissonneuse-batteuse. Mais tu sais que selon les certaines différentes variétés là, de céréales, il y en a que t'endaines, puis il faut que tu récoltes, tu sais, comme une journée ou 2 jours après. Mais là, ça a l'air qu'il annonce de la pluie, là. Fait que là, c'est comme tout le monde est un peu stressé de faire comme, OK, là, je vais-tu avoir le temps de récolter ce que j'ai endainé avant qu'il y ait la pluie, parce que sinon, mon grain, il va être scrap. Fait que, tu sais, puis là, si on rajoute à ça qu'ils ont un bris de machinerie, si la moissonneuse-batteuse brise pendant cette journée-là que la pluie s'en vient ou un bris de presse pendant que tu as du foin à terre, bien, c'est tous des facteurs qui vont faire augmenter comme directement là, le niveau d'anxiété. Là. Fait qu'on pourrait facilement dire que les récoltes sont souvent facteurs anxiogènes chez beaucoup de producteurs. Hein? Bien, oui, parce que en fait, il y a 4 facteurs principaux qui vont amener l'anxiété. OK? Moi, je vais vous les présenter sous la forme du ciné, qui est la forme, dans le fond, que la chercheure Sonia Lupien là, les présente. Le ciné, en fait, ça n'a aucun lien avec le cinéma. C'est seulement qu'un acronyme, parce que chaque lettre représente un des facteurs qui vient précipiter les hormones de stress. Fait que le premier, c'est le contrôle. Okay. Fait que si je vis une situation sur laquelle je sens que j'ai peu de contrôle, comme la météo, fait que c'est sûr que ces situations-là vont faire en sorte que ça va augmenter mon niveau de stress. Tu sais, présentement, il y a les taux d'intérêt qui est quelque chose qu'on n'a pas de contrôle, mais qui a énormément d'impact aussi sur nos entreprises. Fait que toute la météo, le vivant, la santé des animaux, la mécanique, tu sais, comme producteur, on est comme submergé de facteurs autour de soi sur lesquels c'est pas nous autres qui a décidé, là. Ouais. Fait qu'on fait comme subir, c'est quoi, dans le fond, les aléas de notre environnement. Donc, c'est une des raisons majeures pourquoi, chez les producteurs, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de détresse. Parce qu'on est plus à risque, parce qu'on a beaucoup de choses dont lesquelles on dépend et qu'on n'a pas de contrôle. Le deuxième facteur, le I, est tout ce qui est imprévu. Fait que si j'ai planifié ma journée, puis qu'aujourd'hui, j'ai planifié que j'allais battre mon grain, puis que finalement, j'ai mon robot de traite qui brise en même temps, c'était pas ça le plan. J'avais pas prévu faire un entretien dans mon étable aujourd'hui. Là, il fait beau, c'est le temps d'être dans les champs. Fait que si je vis, dans le fond, un imprévu, ça va faire en sorte que j'ai besoin tout de suite de me réorganiser, de me réadapter. Fait que le cerveau va tout de suite envoyer des hormones de stress pour faire en sorte que je sois capable de m'adapter à la situation.
Le prochain, mais en fait, là, je vais te donner un petit coup de main, OK? L'ego, c'est ce qui fait référence à la façon dont on va se percevoir soi-même. Fait que ça fait référence à nous comme personnes, de comment on est. Comment on se voit? Oui, comment on se voit. Puis souvent, ça va être en lien avec... ça va être en lien avec les hiérarchies. C'est que moi, comparé aux autres, quelle est ma perception? Oui. Donc, quand je vais avoir, dans le fond, des hormones de stress ou d'anxiété, souvent, ça va être lié parce que mon ego va être menacé. Je vais avoir peur, par exemple, d'une rétrogradation hiérarchique. Je te donne un exemple. Si je suis champion dans la région reconnue pour la qualité de mon lait, parce que j'ai une super qualité de lait, j'ai toujours des cellules somatiques très basses, des bactéries très basses dans mon lait, puis que je gagne un prix pour ça. Bien, si dans le futur, j'ai des difficultés à ce niveau-là, ben mon cerveau va comme faire non, toi, tu peux pas avoir des difficultés. Tu es supposé d'être le champion de la région dans la qualité de ton lait. Fait que ça va faire en sorte que je vais avoir une pression, que je vais vouloir être bon là-dedans parce que je l'ai déjà été. Fait que je vais vouloir éviter d'avoir une rétrogradation. Parce que quand il y a une rétrogradation, pour le cerveau, c'est considéré comme une perte. C'est considéré comme une espèce de dévalorisation. Puis, dans ma définition tantôt que je t'ai donnée de l'anxiété, que ça servait, dans le fond, à prédire un futur pour éviter de vivre un danger, de vivre une perte, mais c'est aussi de vivre une douleur. Puis, il existe 2 types de douleurs. Il y a les douleurs, dans le fond, physiques, mais il y a les douleurs émotives aussi. Mm-hmm. Fait que si, en fait, je perds mon statut d'être le champion de la qualité du lait, bien, ça va avoir un impact au niveau de mon cerveau. Je vais le vivre comme étant une blessure émotionnelle. Fait que psychologiquement, c'est comme, non, je ne suis pas aussi bon que je pensais. Fait que je viens de perdre quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de l'ego, c'est comme vraiment important. Dans l'ego, il y a aussi la notion du rejet social. Mon cerveau va toujours travailler à éviter que je me sente rejetée. Fait que j'ai toujours besoin de sentir que je vais faire partie de quelque chose, que je vais contribuer à quelque chose. Fait que si je sens que je suis exclue d'une gang, exemple, pendant des élections sur un conseil d'administration, ça s'en va en élection, puis j'ai peur de ne pas être élue parce que si je ne suis pas élue, c'est que mon cerveau va l'interpréter comme je suis rejetée. Je vis une espèce de on ne me reconnaît pas. Fait que c'est comme ça l'occasionne une blessure là, émotionnelle. Fait que d'aller en élection, c'est sûr que ça, c'est un stress pour le cerveau. Ça l'amène, dans le fond, à contribuer à un des facteurs. Puis, tout ce qui est aussi de perte de valeur. Perte de valeur, perte de ressources. Autant les ressources matérielles. Parce que, surtout les producteurs. Les producteurs, on va beaucoup se définir par nos actifs. Hein? Puis souvent, on va le dire, tu sais, on est pauvre. On a 200 autres. On est pauvre dans nos comptes de banque. Ouais. Mais on est riche en actifs. Puis riche en actifs, tu sais, tu viens de faire référence aux 200 acres. Effectivement, le territoire. D'avoir de l'espace. T'sais. Dans les ressources physiques, c'est comme on ne veut pas perdre d'argent. Personne ne veut être en difficulté financière. On ne veut pas perdre d'argent. On ne veut pas perdre de terre. On ne veut pas être obligé de se départir d'un lopin de terre qu'on a parce que pour X raisons, il faudrait le vendre. Notre matériel est important aussi. Fait que quand on va avoir une perte de ce niveau-là aussi, ça va venir atteindre aussi l'espace au niveau de... Pas l'espace, mais ça va venir atteindre notre ego qui va faire en sorte d'être un facteur qui va venir précipiter, en fait, là, les hormones de stress. Puis, on s'entend propre et différent à chaque personne. Ton niveau d'acceptabilité, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ton ego ou par rapport à la nouveauté, il va être différent d'une personne à l'autre. Oui. Puis là-dedans, là, il va y avoir... moi, souvent, ce que j'explique aux gens, c'est qu'il va y avoir 3 facteurs qui vont influencer. Là-dedans, il va y avoir le côté biologique. C'est qu'il y a une identité biologique qui va se transférer dans nos comportements, dans nos façons d'être. Fait que quand, dans le fond, le bébé grandit dans le ventre de la mère, il va prendre 50 % de la génétique du père, 50 % de la génétique de la mère. Fait que si cette personne-là a déjà un trait d'être plus sensible au niveau, dans le fond, de l'anxiété, parce que, tu sais, c'est la capacité du cerveau à être capable de détecter rapidement un danger, une menace. Puis ça, c'est un trait qu'on appelle dans les traits de personnalité, là, ça s'appelle le neuroticisme, c'est reconnu là, dans les études au niveau psychologique si on fait des profils psychologiques. Puis ça, c'est vraiment corrélé avec l'anxiété. Fait que plus ton cerveau va être capable de détecter rapidement des dangers, des menaces autour de toi,
bien, plus tu vas avoir tendance à être aussi, dans le fond, anxieux parce que tu vas être bon pour le détecter. Fait qu'il y a le côté génétique. Il va y avoir aussi ton histoire personnelle. Si toi, dans ta vie, que la façon que tu fonctionnes, que tu as vécu des affaires traumatiques ou que tu n'as pas appris comment faire face à quelque chose qui te faisait peur, bien, dans ton histoire, tu vas répéter, puis répéter, puis répéter des situations que tu vas éviter d'aller vers des sources menaçantes. Puis ça va juste faire en sorte que ton cerveau va à chaque fois venir se dire « OK, j'avais raison d'envoyer des signes d'anxiété. Regarde comment c'était peurant. » Fait qu'à chaque fois, il va réaugmenter le danger. Je te donne un exemple. Je suis allée avec mes enfants faire du rafting cet été. Puis à Desbiens, puis quand on va faire le rafting, on peut s'accoster où il y a une belle grande falaise, où est-ce que tout le monde peut sauter en bas et puis tout le monde a bien du plaisir. Fait que j'étais avec mes ados, puis là, je monte la falaise, tu sais, puis c'est assez abrupt, fait qu'il faut que tu montes avec une corde, puis tu sais, ça va bien. Je suis la première. J'arrive pour sauter, puis là, je crie quasiment même avant d'être en train de sauter parce que dans ma tête, je me prépare, j'anticipe déjà que ça va être épeurant de sauter. Fait que je suis déjà en train de crier, mais je bloque. Pas capable de sauter. Puis pour finalement, tu sais, puis là, en tout cas, c'est un running gag parce que là, mes enfants, ils ont tous réussi, puis mon Flo disait, lui, aucune hésitation, saute de là, puis en tout cas. Fait que finalement, j'ai compris que bien, probablement que j'ai jamais vécu d'événements traumatiques en lien avec les hauteurs. Mais si, depuis que je suis jeune, qu'à chaque fois que j'ai été confrontée à la peur de monter un peu plus haut, bien, si à chaque fois, j'ai comme fait « Ah, ben non, finalement, je ne sauterais pas. » Bien, ça a fait en sorte que mon cerveau, c'est venu juste faire en sorte de mettre ça, je cherche mon mot, là, mais mettre le focus, de juste venir, tu sais, c'est venu revalider à chaque fois dans mon cerveau que « Ah, ben regarde, tu n'as pas sauté, puis après, tu t'es senti mieux. Tu as bien fait de ne pas sauter. » Fait que ça veut dire que j'augmente après ça ma crainte de sauter pour une prochaine fois. Parce que mon cerveau, ce qu'il va m'envoyer comme information une prochaine fois, il va me réenvoyer des signaux encore plus forts. Parce qu'il va me dire, ben regarde, la dernière fois, tu n'as pas sauté, je t'avais envoyé un signal, tu as décidé de ne pas y aller, fait que ça veut dire que tu as bien fait, tu t'es senti mieux quand tu n'as pas sauté. Fait que la prochaine fois, il va réenvoyer des signaux encore plus élevés, ça devient comme exponentiel. Puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de peur. En vieillissant, souvent, on a plus de peur que quand on est jeune aussi. L'histoire va avoir un impact là-dedans. OK. Puis, ça peut évoluer d'un sens. Est-ce que ça peut évoluer de l'autre? Tu sais, si à toutes les fois que tu aurais monté, tu aurais sauté, le coup d'après, tu aurais monté plus haut. Ben, c'est ça. Au rafting, cet été, tu serais arrivé en haut, tu aurais fait comme ton jeune de 10 ans, tu aurais sauté en bas. Ben, c'est ça, hein, c'est que ça peut prendre l'inverse aussi, tu as raison, parce que c'est exactement comme ça qu'on va faire de la désensibilisation. Okay. Fait que comment on fait pour être capable de venir baisser un niveau d'anxiété quand on a peur de quelque chose? Ça prend un plan, mais ça prend un plan d'exposition progressive. Puis, tu sais, je riais parce que je continue mon exemple de rafting. Mes enfants me connaissent. Fait que, tu sais, quand ils ont peur de quelque chose, je leur parle d'exposition progressive. Puis là, tu sais, tu as peur à cause de telle affaire. Fait que là, on va s'exposer tranquillement vers la source qui te fait peur. Fait que cette semaine, on retourne à une plage. Puis là, il y avait la possibilité qu'on saute d'une roche. C'était pas au rafting, puis c'était beaucoup moins haut. Fait que là, ma fille, elle m'a dit « Let's go, maman, c'est ton exposition progressive, c'est pas trop haut! » L'as-tu fait? Je l'ai fait. Bon. Puis ça a super bien été. Mais tu sais, là, c'était peut-être juste 1 mètre. Mais là, l'autre, c'était beaucoup plus haut, là. mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Fait que oui, ton rationnel est bon. C'est que, mettons que moi, je voudrais être capable de réussir à sauter de la falaise du rafting, bien, stratégiquement, il faudrait que je réussisse à faire des petites hauteurs qui augmentent progressivement, puis pour finalement me rendre jusque là-bas, tu sais. Là, l'exemple est facilement visible et compréhensible, mais si on parle de ton C, qui est la perte de contrôle, comment on se pratique à perdre le contrôle? Comment on s'habitue? Bien, en fait, là, c'est que quand tu vis une situation, il faut que tu la regardes dans un ensemble. OK. Fait que, supposons là, qu'on reprenne, dans le fond, le ciné, là, c'est qu'on va... Mettons qu'on prend le producteur là, qui est stressé à cause de... qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de tâches à faire, puis que là, il y a du grain à faire, puis qu'il y a... c'est ça, puis là, la météo arrive et tout ça. Bien, c'est qu'il faut venir regarder, OK, c'est quoi les facteurs là-dedans qui vont venir enclencher le stress, qui vont venir enclencher l'anxiété. Fait qu'on les regarde un à un, puis après ça, on va se faire, dans le fond, une série on va se faire un plan. Un plan où est-ce qu'on va venir les neutraliser. Fait que c'est comme, OK, aujourd'hui, tu n'as pas le contrôle sur la météo, mais tu as du contrôle sur quelle tâche tu vas prioriser. C'est quoi qui est le plus important? C'est-tu présentement de ramasser ton grain ou encore de réparer ton robot?
Bon, là, si mettons que la réponse est, bon, ben les deux, ben qu'est-ce que tu pourrais déléguer? Comment on va prioriser? Y a-t-il quelque chose que les deux ont besoin d'être fait? Mais là, on va faire un plan pour voir, OK, ben finalement, mon robot, au lieu de le faire moi-même, je vais appeler l'équipementier, puis c'est lui qui va venir le réparer. Fait qu'il faut, dans le fond, que je trouve, ça va être quoi l'équivalent qui va venir atténuer? Fait que pour chacun des éléments pour lesquels j'identifie que c'est un facteur qui est présent dans la situation que je vis, il faut que je vienne trouver l'équivalent pour être capable de venir le faire. OK. Fait que c'est pour ça qu'au niveau du stress, de l'anxiété, la meilleure stratégie à avoir, c'est surtout pas d'éviter. Non. C'est parce que quand on évite, on va faire le contraire. Comme ton exemple de tout à l'heure. Comme mon exemple de tout à l'heure, tu sais. C'est comme d'éviter à court terme, ça marche. C'est vrai que ça marche. Parce que si on regarde les courbes d'exposition au niveau de l'anxiété, ce que ça va faire, c'est que quand je commence à vivre une situation anxieuse, si je la vis pour la première fois, mon cerveau va m'envoyer des signes, va m'envoyer de l'hormone de stress. Je vais me sentir pas bien. Puis, quand, dans le fond, que je me sens pas bien, là, je vais avoir une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Si, par exemple, je me trouve une façon d'être capable de me sauver. Tantôt, j'ai donné l'exemple du jeune qui doit conduire, dans le fond, le tracteur, puis que là, il est stressé parce que, bon, il n'est pas habitué de le faire, puis là, il est en apprentissage, il a peur de briser, il sait que c'est de la machinerie qui coûte cher. Si ce jeune-là, pendant qu'il est stressé, qui utilise une stratégie pour faire comme « je pourrais-tu m'en sauver? » Oh, je pense que j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur un peu, m'a appelé mon père, m'a appelé ma mère, puis je vais lui dire que finalement, là, je serais pas bon pour aller faire un tracteur après-midi parce que je me sens pas bien. Mettons que c'est ça. Si je fais ça, ce que ça va faire, dans le court terme, ça va désactiver mon hormone de stress. Fait que mon cerveau va tout de suite, tu sais, comme faire « OK, tu as pris la bonne décision. Regarde comment tu te sens mieux. » Le jeune, il va arriver à la maison, puis c'est drôle, il va se sentir bien tout d'un coup. Sauf que là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de marquer dans le cerveau qu'il y avait raison d'avoir peur. Fait que la prochaine fois qu'il va avoir à reprendre, dans le fond, le tracteur, il va avoir des hormones de stress qui vont être encore plus élevées. Ces signes de stress vont être encore plus forts. Fait que c'est ça qu'on appelle les stratégies d'évitement. Puis, tu sais, les stratégies d'évitement, c'est correct d'en utiliser, on en utilise tous, mais il faut être conscient que c'est une stratégie qui fonctionne à court terme. Mais à long terme, il faut regarder, OK, c'est quoi qui est en arrière de ça? De quoi mon cerveau est terrorisé? De quoi est-ce que j'ai peur? Puis comment je vais faire pour être capable d'y faire face? Parce que c'est comme ça qu'on va se construire des nouvelles armes, puis qu'on va se construire des nouvelles ressources, puis qu'on va être capable d'accomplir des choses difficiles. Parce que sinon, l'anxiété va me bloquer, puis je ne serai pas capable de faire avancer ma vie. Tu sais, le jeune qui a peur de conduire un tracteur pour la première fois, s'il ne conduit jamais, ben il va se priver de cette capacité-là. Fait qu'il ne se verra jamais bon à conduire un tracteur. Pourquoi? Parce que ça prend une première fois à tout, puis il faut être capable de tolérer un bon niveau d'anxiété. Si je ne le tolère pas, puis que ma réponse au stress, c'est comme « OK, non, je me sens pas bien, je m'en vais », je vais être mal pris. Je vais être très mal pris. Ça va faire en sorte que l'anxiété va faire partie de plus en plus de ma vie. Puis si en plus, puis là, je suis certain que certains vont se reconnaître, même j'aurais quasiment tendance à me reconnaître, si en plus, en tant que parent, tu dis à l'enfant « Ah ouais, arrête de niaiser, puis vas-y ». L'enfant, c'est sûr qu'il se dira pas « Ah, OK, mon père, il m'encourage ». Il va dire plutôt « ça va tomber dans l'ego ». C'est-tu l'ego? Oui, c'est l'ego. C'est l'ego parce que lui, il va avoir peur de ne pas réussir. Fait que souvent, c'est la peur de l'échec. Fait que, tu sais, c'est comme, même si tu le pousses, que tu le forces à le faire, c'est comme, il faut le doser. Parce que oui, les jeunes, ils ont besoin d'être poussés aussi, là. Ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être sollicités, mais c'est comme, OK, quelle sera l'adaptation qu'on pourrait faire pour qu'ils soient capables de le faire? On pourrait créer une alliance, par exemple. Tu sais, on pourrait dire, ben regarde, là, tu veux pas y aller parce que tu as peur. Mais moi, je le sais que tu es capable. Regarde, ce qu'on va faire, là, c'est que je vais y aller avec toi. On va aller faire les premiers tours ensemble. Puis, après 2 tours, je vais m'en aller. Puis, s'il y a quelque chose sur joignable, tu m'appelleras. Fait qu'on va y aller avec quelque chose de progressif. Mais, tu sais, ça pourrait être un piège. J'aime ton intervention, François, parce que supposons que ton jeune, là, il est terrorisé par l'idée de chauffer le tracteur, puis que le parent, il met de la pression, puis qu'il l'oblige à y aller, là, puis que le flow, dans le fond, il y va, puis qu'il arrive quelque chose, là, on peut le terroriser, puis avoir créé, dans le fond, un trauma. Ah ouais. C'est comme l'enfant qui a peur de l'eau. L'enfant qui a peur de l'eau, puis que tu dis, ah, ben écoute, on va le casser. On va le tirer dans l'eau, puis il va voir que, tu sais, c'est pas si pire que ça, puis que, c'est pas de même que le cerveau fonctionne.
Le cerveau, pour être capable de réussir quelque chose de difficile, a besoin d'y aller à petite dose. Si l'écart est trop grand entre les capacités de la personne puis qu'est-ce qu'on s'attend de lui, c'est comme le gap qui est trop grand, le cerveau, on va faire en sorte de venir accentuer cette difficulté-là au lieu de se voir capable de le faire. Fait qu'il faut y aller à petite dose, puis de réussir tranquillement des choses difficiles. Puis quand on réussit quelque chose de difficile tranquillement, bien là, on se construit, la confiance en soi se bâtit à travers ça et on prend de plus en plus confiance, puis on est en train de bâtir notre château. Tu sais, tantôt, tu m'as parlé des Legos, là. Je fais un lien avec les Legos, là. Bien, quand on fait les Legos, tu sais, c'est une construction. Bien, d'avoir des ressources internes, de se trouver bon, de croire en son potentiel, d'avoir des rêves, de vouloir réussir des affaires difficiles, c'est une construction. Ouais. C'est un Lego à la fois, puis c'est comme on avance tranquillement vers quelque chose d'important. Fait que c'est la même chose avec l'anxiété. Puis, tu sais, j'en profite pour donner une information aussi sur qu'est-ce qui se passe au niveau des signes, des symptômes. Tantôt, j'ai donné l'exemple que le jeune qu'on demande à l'entracteur, puis que c'est la première fois, puis qui se sent comme vraiment pas à l'aise, qui peut avoir mal au cœur, mal au ventre. J'aimerais ça, François, en profiter pour expliquer aux producteurs, c'est quoi qui provoque ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour qu'on puisse avoir, bien, pas qu'on puisse, mais pour qu'on ait mal au cœur, puis qu'on ne se sente pas bien, puis qu'on peut aller même jusqu'à en vomir. Parce que ça, c'est une composante vraiment, vraiment importante. Le cerveau, la façon qu'il fonctionne, quand on est devant une situation anxieuse, il va y avoir deux systèmes qui vont s'activer. Bien, deux systèmes qui vont s'activer. Le cerveau, le système nerveux du cerveau, il y a deux parties principales. Il y a le système qui s'appelle le système sympathique, qui est le système qui va être activé quand on est stressé, quand on est anxieux. Puis, il y a l'autre système, qui est le système qui va fonctionner de façon normale quand on est au repos, quand on est détendu, quand on n'est pas face à une menace. C'est le système parasympathique. Fait que ces deux systèmes-là, là, tu sais, je me disais, pour le présenter, comment ça fonctionne, c'est que c'est deux systèmes qui sont indépendants, mais qui vont fonctionner comme de façon inversement proportionnée. Fait que je donne l'exemple, tu sais, dans ma tête, je m'imaginais en train, tu sais, quand on conduit là, manuellement, là, faut lâcher, dans le fond, faut lâcher la clutch, mais là, le clutch français, qu'est-ce que c'est? Je sais plus, hein? Je me préparais pour le balado, puis je me suis posé cette question-là. Pédale de transmission? Ouais, ou d'engrenage. En tout cas, pédale de transmission. Fait que, dans le fond, faut lâcher la clutch. Puis, en même temps qu'on met du gaz. Tu comprends? T'sais, si tu lâches ta cloche trop vite puis tu ne mets pas du gaz, c'est que ça va faire, c'est que tu vas étouffer. Ça ne marchera pas. Pédale d'embrayage. Pédale d'embrayage, bon. Fait qu'en fait, les deux systèmes fonctionnent de la même façon. C'est que quand mon cerveau va détecter un danger, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ralentir ce que dans mon corps fonctionne normalement au ralenti. Quand je suis détendue, ça va venir ralentir ces fonctions-là, puis ça va venir activer d'autres fonctions. Fait que les fonctions que ça va activer, dans le fond, c'est que quand on est stressé, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se garder une réserve d'énergie. Je te donne l'exemple des hommes de caverne. Les hommes de caverne parce qu'on a le même type de cerveau, là, le cerveau a regardé le même fonctionnement cognitif qu'à l'ère des hommes de caverne en termes d'anxiété. Fait que l'homme des cavernes, quand il sortait dans le fond de sa grotte, puis qu'il faisait face à son environnement, il y avait des dangers partout. Fait que, tu sais, il sortait, il ne pouvait jamais savoir, il va-t-il avoir un animal, un prédateur dans les alentours. Fait que s'il voyait une branche bouger, puis il n'y a pas de vent, c'est comme tout de suite, son système sympathique s'enclenchait pour venir dire, dans le fond, à l'homme des cavernes, OK, il y a un danger présentement. Fait que ce que ça fait sur le corps, c'est que ça va venir faire augmenter les battements cardiaques. Ça va venir faire en sorte que le sang va circuler plus rapidement dans tout le corps parce que l'homme a besoin de s'adapter à si jamais il y a un mammouth qui me sort d'en face, il faut que je sois capable de réagir. Il va falloir que je me sauve ou il va falloir que je me batte. Fait qu'un ou l'autre, je vais avoir besoin de mon corps comme allié pour être capable d'avoir suffisamment d'énergie pour être capable de survivre. Fait que le cerveau a vraiment la fonction de nous garder en vie. Fait que ce que ça va faire pour garder cette réserve d'énergie-là, bien, le corps va prendre tout ce qu'on n'a pas besoin dans le moment présent puis il va le ralentir. Fait que là, on parle beaucoup du système digestif. Fait que dans le système digestif, c'est que là, on s'en fout là, d'être capable de bien digérer ce qu'on a mangé puis que ça passe par le gros intestin puis l'intestin grêle puis de tout ça. C'est comme, ça devient secondaire si tu es devant un danger.
Donc, c'est pour ça que le cerveau va ralentir toutes ces fonctions-là au niveau de la digestion pour garder sa réserve d'énergie pour être capable de se sauver ou de se battre. Fait que c'est pour ça que quand on est stressé, on va avoir des tremblements, on va avoir des sueurs, qu'on va avoir des palpitations cardiaques, qu'on va ressentir une panoplie, en fait, de signes, de symptômes. C'est que notre système sympathique va garder ça activé parce que lui, il se dit, t'en as besoin, là. C'est comme, présentement, moi, je suis prêt. Je suis prêt pour me sauver ou je suis prêt pour me battre. Puis, l'affaire, c'est que présentement, dans la vie qu'on vit, on n'est plus en danger pour notre survie. Les sources de danger, de menaces pour le cerveau ne sont plus les mêmes. Avant, dans notre cerveau primitif, c'était un danger réel pour la survie. Mais maintenant, quand on parle de danger pour l'ego, qu'on a peur du rejet, qu'on a peur de la rétrogradation sociale, qu'on a peur de ne pas faire un bon lait de qualité, qu'on a peur de parler en public, bien, c'est pas pour notre survie que c'est en danger. Mais le cerveau sait que ces rétrogradations-là vont amener une douleur émotionnelle. Fait que pour lui, une douleur émotionnelle est une menace et il va la traiter de la même façon que si c'était une question de survie. Fait que, contrairement à l'homme des cavernes, on est capable d'aller à l'épicerie sans avoir peur de ne pas revenir. Mais on pourrait avoir peur d'avoir une douleur émotionnelle due à un ego. Exactement. Puis, quand on n'a pas appris que c'était normal de ressentir ça, puis qu'on n'a pas appris à être capable d'y faire face, bien, on va garder notre système sympathique comme allumé. Parce que la réserve d'énergie, un coup qu'elle est dans la banque d'énergie, il faut la dépenser. Fait qu'on s'entend que, exemple, je te donne un exemple. Les enfants, présentement, ça a été la rentrée scolaire. Là. Fait que beaucoup d'enfants ont été stressés par la rentrée scolaire. La nouveauté. Exactement. La nouveauté, comment ça va se passer, quel professeur je vais avoir, mes amis vont être dans ma classe, je vais être capable de trouver ma classe, sont où les casiers, tu sais, tout est une panoplie, en fait, de facteurs qui se sont superposés. Bien, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont fait de l'insomnie, là, les dernières nuits, là, parce que l'insomnie est directement reliée à l'anxiété. C'est comme, si je fais de l'insomnie, c'est que mon cerveau est en train de faire du repérage pour voir c'est quoi les dangers potentiels, puis il ne te permettra pas de désactiver ton système sympathique, qui est ton système nerveux qui réagit dans l'anxiété, il va te garder réveillé justement, là, parce qu'il va comme faire non, toi, pas question que tu dormes, tu as des dangers à t'occuper. Là. Fait que, mais parce que ce n'est pas des dangers qui sont présentement réels, il faut s'occuper de ça. Il faut venir baisser notre réserve d'énergie. Fait que, tu sais, mettons, ces enfants-là, une des choses, dans le fond, qu'il faut savoir, c'est que même si on leur dit, OK, reste couché, attends, ça va passer. Là. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux dehors. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Tu comprends? Puis plus le niveau d'anxiété est élevé, plus on a besoin de faire une action pour venir baisser cette réserve d'énergie-là. Okay. Fait que, tu sais, des fois, moi, je vais dire aux parents, écoute, ton jeune, s'il n'est pas capable de dormir, il faut qu'il se lève. Il faut qu'il se lève, qu'il refasse sa routine, qu'il rejoue un tour à son cerveau, qu'il refasse à croire à son cerveau que, ben non, c'était pas encore le temps de se coucher. On se lève, on refait la routine une deuxième fois, des fois une troisième fois. Des fois, je dis, bon, ben là, il y a trop d'énergie encore. Qu'il fasse des redressements assis, même si c'est pas longtemps avant d'aller se coucher. Il faut qu'il baisse sa réserve d'énergie. Juste d'utiliser, dans le fond, de la détente, de la respiration, de la méditation. Si ta réserve d'énergie est trop élevée, parce que ton niveau d'anxiété est à plus, mettons, que 5 sur 10 sur une échelle au niveau de l'anxiété, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est important de comprendre qu'on a ces deux systèmes-là, le système sympathique puis le système parasympathique, puis que les deux fonctionnent de façon disproportionnellement, dans le fond, en tout cas, inversement, comme la clutch puis le gaz. Là, hein? Je pense que nos producteurs vont bien... Oui, l'image est très bonne. Vont bien comprendre ça. J'aurais bien voulu parler de système hydraulique puis système à l'air et tout ça, mais là, c'était encore moins dans mon champ de compétences, la mécanique. Fait que c'est ça qui se passe au niveau de notre cerveau. Fait que l'anxiété va avoir un impact sur le cerveau, mais sur le corps aussi. Et quand on a mal au ventre, mal au cœur, c'est pas imaginé. C'est réel dans le corps. C'est juste que c'est pas dangereux. C'est pas, tu sais, t'en meurs pas, là. Puis ça peut disparaître aussi rapidement quand tu vas, comme tu disais, quand tu vas avoir fait l'évitement, tu vas être revenu chez vous,
là, le mal de ventre va disparaître. Puis on l'entend souvent. Ah, tu sais, t'as plus mal au ventre, là. Exactement. Puis c'est vrai. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, sauf que la meilleure stratégie, quand on doit faire face à quelque chose qui nous stresse, c'est qu'il faut faire un plan d'action et il faut continuer d'avancer vers ce qui nous fait peur. Je te donne un exemple. Tu sais, sur les fermes, là, présentement, les gens, on est tous préoccupés par l'aspect financier. OK? On le sait, ça a des gros impacts. Le coût des intrants qui a augmenté, les taux d'intérêt. Tu sais, les fermes, présentement, les gens sont très préoccupés par le côté financier. Bien, si je sais que je suis inquiète de ce côté-là au niveau financier, mais que je me dis, ça devrait être correct. Juste la pensée magique de me dire ça devrait être correct et que je n'ai pas de plan, ça ne sera pas suffisant. De me dire ça va être correct, c'est que là, je suis en train d'avoir une stratégie d'évitement. Exactement. Sur le court terme, peut-être que je vais me rassurer, c'est ça, sur le coup, mais ça va me revenir. Je ne réglerai pas la chose. Fait que la meilleure stratégie à faire, c'est OK, quel est le plan? Là, je t'inquiète pour mes finances. Fait que j'ai besoin de me faire un plan. C'est quoi un bon plan? Fait que ce plan-là a besoin d'être suffisamment détaillé avec des petites étapes que je vais pouvoir commencer à poser des actions rapidement. Parce que, tu sais, si je fais un plan, puis que le plan, je ne pose pas d'action, que je fais juste mettre sur papier mes idées, ça ne fonctionnera pas non plus. Ça va devenir de la rumination. Là, je vais comme faire « Ah ouais, c'est vrai, il faut que je m'occupe de ça. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Puis ah oui, telle affaire. » C'est comme pour être capable de soulager l'anxiété réelle à moyen et long terme, je dois poser des actions et faire avancer les choses. Fait que c'est comme... Puis le cerveau, je n'ai pas besoin de régler la grosse patente tout de suite au niveau de mon aspect financier. Mais si, exemple, je me dis « OK, là, une des premières choses à faire, il faut que j'appelle mon banquier puis que je discute avec lui de telle affaire, puis que je prends le téléphone puis que c'est ça que je fais ou j'envoie un courriel à quelqu'un ou que, tu sais, dépendamment de c'est quoi le plan, bien, là, on va déjà avoir une avancée et ça va faire en sorte de contribuer à faire diminuer mon anxiété. Fait que c'est vraiment d'avoir des stratégies, mais d'être capable de les mettre en action et de les canner le plus possible en termes d'action à faire et en termes d'agenda aussi. Fait que c'est comme ça qu'on va travailler là, progressivement là, à traiter, dans le fond, l'anxiété, puis à faire en sorte de devenir comme maître avec. Puis notre anxiété, à ce moment-là, va devenir un propulseur. Fait que c'est comme, si je suis inquiet pour mes finances, puis que finalement, j'en ressors à l'autre bout avec un super plan d'action qui fait en sorte que finalement, Caroline, on utilise des ressources qu'on n'avait même pas pensé. On est allé rechercher de l'argent de ce côté-là. On est allé développer un nouveau volet où on a économisé. C'est comme, ça peut être un levier exceptionnel. Fait que c'est pour ça que je te disais que l'anxiété, il faut le considérer comme étant notre ami, comme étant un allié. Je commence à comprendre. C'est ça. De toute façon, on s'en sortira pas. On l'éliminera jamais. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Même les gens qui pensent qu'ils ne sont pas anxieux le sont. On en vit toutes. Okay. Puis de penser des fois que « Ah non, moi, je ne suis pas stressé, je ne suis pas anxieux », bien souvent, c'est un des symptômes qui fait dire qu'on l'est. Okay. Parce que, tu sais, souvent... On veut l'éviter. Ben oui, exactement. Fait qu'on y contribue. Parce que dans les fausses croyances, il y a les croyances qu'il faut les reconnaître avec les symptômes. Puis les symptômes qui sont reliés à l'anxiété, dans la connaissance générale, c'est qu'on va avoir mal au ventre, qu'on va sentir la boule, qu'on va faire de l'insomnie. Mais ça, c'est quand on est dans des hauts niveaux d'anxiété. Mais si j'apprends à la reconnaître pendant qu'elle est basse, là, puis une des façons de le reconnaître, c'est juste d'être « OK, là, je t'inquiète, je suis préoccupée par quelque chose. J'ai pas la boule dans l'estomac, ça m'empêche pas de manger, ça m'empêche pas de dormir. Mais si je t'inquiète quelque chose, déjà là, c'est là qu'il faut que je m'en occupe. Ce sont les premiers signes que mon cerveau est en train de m'envoyer pour me dire « Là, tu t'occupes de quelque chose, il y a quelque chose qui me dérange. Fait que let's go, passe à l'action. » Puis comme ça, on va entretenir la roue, tu sais. On va éviter de tomber dans des patterns puis qu'il y ait une escalade au niveau de l'anxiété. OK, je commence à t'avais raison. Là, je commence à briser le mythe un peu plus. Puis, il ne faut pas l'éviter. Il faut la prendre un peu comme le taureau. Prendre le taureau par les cornes. Exactement. Prendre le taureau par les cornes. Puis, j'aurais le goût de te dire... Première chose que je conseillerais aux gens, c'est de prendre leur taureau par les cornes. Ouais. Parce que souvent, on est bien bon pour dire aux autres comment gérer. C'est bien facile, ça. On va être bien bon pour leur dire « Hey, là, c'est ça, calme-toi, là, puis c'est ça, trouve-toi des moyens, puis relax. » Le niveau d'anxiété est différent d'une personne à l'autre. Ce qui va être anxiogène pour un, là, va l'être moins pour l'autre, et ainsi de suite. Exact. Puis on est tout le temps meilleur pour voir chez les autres
que l'autre est stressé, que l'autre est anxieux, puis de dire « Hey, là, t'es en train d'éviter, là, vas-y faire ton ouvrage, puis arrête de t'en aller sur Netflix ou ton téléphone, puis parce que c'est de la procrastination. » Mais nous, commençons par se regarder soi-même. On est le premier candidat le plus important qu'on doit évaluer pour être capable d'utiliser, dans le fond, nos ressources pour savoir le mieux possible s'utiliser puis être capable d'accomplir des choses importantes dans nos propres vies. Fait que, écoute, moi, de mon côté, ça fait le tour. Est-ce que tu avais d'autres questions, d'autres pop-up qui te venaient de non, je suis content, puis je pense qu'on a fait un bon point sur cette fameuse anxiété-là. Puis, tu dis qu'on en parle, il n'y a pas une journée que j'entends pas ce mot-là, moi, le mot anxiété. Puis c'est drôle, je me rappelle pas, dans mon secondaire ou mon primaire, on n'entendait jamais parler de ça. C'est parce qu'il n'y en avait pas. On va recommencer le balado à zéro. Je vais le réécouter le soir, je vais le réécouter. Non, je fais des blagues, mais tu sais, puis on les vivait. Tu me parlais de la rentrée. Je me souviens, moi, de toutes mes rentrées, là, je faisais des bronchites systématiquement à toutes les rentrées. Ah oui? De première année à 6e année. OK. Fait que là, je commence à comprendre que je devais vivre un certain stress. Mais on l'identifiait moins. Fait que tu sais, c'était pas évident. Là, au moins, on en parle un peu plus. On est plus capable d'en parler avec nos jeunes, avec nos proches. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui était mieux parce qu'avant, on accordait peut-être moins d'importance justement au fait que, on a peur de quelque chose ou tu es malade. Là, la société d'aujourd'hui tolère mal les émotions négatives. Fait que ça contribue à augmenter l'anxiété. La population présentement est plus anxieuse qu'elle l'était avant. Le drapeau rouge se lève plus rapidement. Exactement, exactement. Fait que, puis en même temps, c'est comme on veut que les gens soient heureux autour de soi. Fait qu'on accommode, on est constamment en adaptation. Au lieu que la personne développe ses propres ressources, on va beaucoup, dans le fond, faire à la place des autres. Puis, fait que ça l'augmente. On s'entend que le meilleur pour contrôler ou s'adapter à son anxiété, c'est soi-même. Mm-hmm. Fait que, comme tu disais, si on mettait les limites plus loin avant, la personne prenait plus le contrôle de son anxiété. Comparativement aujourd'hui, où dès qu'il y a une réaction négative, tout le monde se mobilise, puis il faut faire quelque chose, il faut y voir. Ben c'est ça. Puis en même temps, je te dirais qu'une autre clé qu'on n'a pas nommée, mais c'est qu'il faut s'habituer à être capable de tolérer des émotions négatives. Ouais. C'est pas grave de ressentir de l'anxiété. C'est comme, tu vas survivre, là. Tu vas passer au travers. Parce que le temps que tu construises ton plan et que tu le mettes en action, il va y avoir un délai. Ce ne sera pas automatique. Fait que c'est comme, pendant ce moment-là, occupe-toi de toi, fais des choses pour baisser ta réserve d'énergie, va bouger, va faire du sport, fais quelque chose, mais ton anxiété, ta source d'anxiété ne sera pas éliminée parce que tu vas avoir baissé ta réserve d'énergie. Fait que là, il faut que tu te fasses un plan, mais ton plan, le temps que tu le mettes en application, il va avoir un délai. Fait que c'est comme, on a des petits moyens court terme pour diminuer les signes, les symptômes de notre anxiété, mais c'est comme, c'est pas grave d'être anxieux, on les tolère, puis c'est ça, quand on dit que c'est notre ami, c'est comme, OK, on y pogne le bras, puis on fait comme, OK, viens-t'en, on s'en va ensemble aujourd'hui, on va faire quelque chose ensemble. Bon, on va diminuer notre anxiété, on va aller faire une petite course en arrière dans le champ, là, puis ça va baisser notre niveau d'énergie, mais qu'on revienne, on va se sentir un petit peu mieux. On va être plus d'attaque pour continuer la suite de notre journée, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Fait que, tu sais, l'anxiété, on la pilote, elle nous accompagne, c'est notre ami, puis on va l'avoir comme ami toute la vie. Fait qu'aussi bien s'en faire un ami qu'un ennemi, tu sais. Puis tout est une question d'équilibre. Puis, tu sais, pour rester en équilibre, des fois, il faut pencher d'un bord, il faut pencher de l'autre. Le bonheur parfait, c'est utopique, ça n'existe pas. Exact. Du même côté où la tristesse parfaite ne doit pas exister non plus. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus proche possible d'un certain équilibre, d'accepter que mané, on va pencher d'un bord, que mané, on va pencher de l'autre, mais que ça va être temporaire autant d'un bord comme de l'autre. Exactement. Un état euphorique où tu as un bonheur dans le piton, ça va être passager. Mané, il faut que tu ramènes vers le centre. Oui, exactement. OK. Fait que on tend vers l'équilibre. Yes. On adapte, on apprivoise notre anxiété, on l'identifie. On le pilote. J'aime ça. On le pilote. Ouais, okay. On l'aime. Il faut l'aimer, notre anxiété, puis voir comment elle peut nous propulser vers le futur. C'est sûr que si on le voit d'une façon... là, 1 heure, je pensais pas la même chose. Si on le voit d'une façon positive, déjà là,
J'ai hâte, là, la prochaine anxiété, là, je l'attends. Là. Non, mais je pense que de l'emmener d'une façon positive, c'est super bon. Là. Ben exactement. Puis, tu sais, juste le meilleur exemple, de parler présentement comme on fait, d'enregistrer un balado, quand on arrive, notre niveau d'anxiété est plus élevé que l'habitude. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous incite justement à être capable d'aller dans nos ressources, que là, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour être capable d'avoir des idées claires, précises, de communiquer le mieux possible pour être le mieux compris. Fait que, tu sais, ça vient solliciter des ressources à l'intérieur de nous autres. Moi, François, à chaque fois qu'on finit l'enregistrement d'un balado, je fais comme... Caroline, j'étais stressée un peu avant. Tu sais, si j'avais écouté ma première petite voix, j'aurais comme fait « Ah non, dans quoi je me suis encore embarquée? » Exactement. Mais à chaque fois, c'est comme « Non, j'ai affronté quelque chose de tough, puis je suis contente, ça a valu la peine de le faire parce que je ressors toujours encore plus forte que la fois d'avant. » tu sais. Oui. Fait que voilà. Hey, ben, super. Encore un beau sujet. Je pense que ça va susciter bien des discussions chez les gens. Encore là, s'il y a quoi que ce soit, là, on rappelle toujours les ressources qui sont disponibles pour les gens. N'hésitez pas à les utiliser, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à vous ouvrir. Allez, parler de votre anxiété. Oui, faites-vous des plans. Faites-vous supporter là-dedans, c'est une des premières choses. Se trouver un allié, c'est une des meilleures stratégies. Oui, merci beaucoup, Mélissa. Hey, ça fait plaisir. À bientôt. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.